Bonjour, bienvenue à la foire de Châlons dans le studio télé de l'espace des chambres d'agriculture. Nous allons parler à présent de biodiversité car c'est un enjeu évidemment pour le monde agricole mais pour tous les humains de cette terre. Et donc sur le territoire, il y a pas mal d'initiatives qui se mettent en place pour la préserver ou la relancer, la redynamiser cette biodiversité. Nous avons avec nous Benoît Collard, vous êtes le secrétaire général de l'association Symbiose. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Jean-Marie Delannery, vous êtes agriculteur à Tilloy et Belley. Donc on va voir que vous mettez en place un certain nombre d'initiatives. Bonjour. En face, Sylvain Dutoit, vous êtes technicien à la Chambre d'agriculture de la Marne. Bonjour. Et puis Francis Etienne, vous êtes apiculteur dans la Marne. Bonjour. On commence ensemble. Benoît, expliquez-nous l'association Symbiose. On ne connaît pas forcément tous ce que c'est. Quel est le concept de cette association? Donc l'association Symbiose a été créée en 2012. Donc je dirais que c'est l'intitulé sous le titre Symbiose, c'est pour des paysages de biodiversité. Donc c'est une association qui a été créée, je dirais, sous forme de partenariat avec, je dirais, tous les organismes volontaires qui ont voulu parler de cette thématique de la biodiversité, avec en fil rouge, je dirais, l'idée de la trame verte, trame bleue qui a été initiée par le ministère de l'Agriculture, et donc qui à terme devra être mise en place à la fois par les communes et aussi par les agriculteurs. Dans notre mission, si vous voulez, dans un premier temps, c'est d'arriver à aller expliquer, faire beaucoup de pédagogie auprès des agriculteurs en se servant de toutes les connaissances de nos partenaires. Alors quand je dis partenaires, ça va des chasseurs, ça va des organismes environnementaux, ça va aux apiculteurs, à tous les organismes agricoles type Chambre d'agriculture, Fédération Jeunes, le monde viticole, et donc d'arriver ensemble à échanger, parce qu'on a tous des connaissances importantes, mais cette thématique de la biodiversité, pour la mettre en place concrètement, on s'aperçoit que chacun se pose énormément de questions et on ne sait pas trop comment prendre le problème. On constate naturellement par toutes les études qui ont été faites que la biodiversité a tendance à diminuer sur nos territoires. Donc l'idée, c'est d'arrêter justement cette chute de biodiversité et pourquoi pas après, dans un deuxième temps, arriver à la faire remonter. Sachant qu'on est bien conscient que l'on est dans une région de grande culture, donc on n'est pas dans une région de bocage. Ne croyons pas que demain, la Champagne-Ardenne sera un nouveau bocage normand. On est très lucide, on sait très bien que les aménagements qu'on va faire vont continuer à permettre de produire dans cette région de grande culture tout ce qui est céréales, betteraves, etc. Donc, beaucoup de pédagogie auprès des agriculteurs, et pour ça, on a besoin de toutes les personnes. C'est pour ça qu'autour de cette table, on est déjà 4, parce qu'on a besoin au moins de toutes nos forces pour arriver à bien expliquer, à bien faire comprendre que l'enjeu, c'est que chacun y trouve son compte. C'est-à-dire qu'il est vrai que si vous prenez une association environnementale, elle ne va pas forcément aller aussi loin qu'elle voudrait dans un projet, mais l'ensemble fera que ce sera très performant. Donc voilà, il y a un certain nombre d'initiatives proposées, mises en place par l'association. On va les énumérer un petit peu, un petit tour d'horizon. On va aller directement dans du concret. Jean-Marie, donc vous êtes agriculteur. Chez vous, sur votre exploitation, qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place? Comment ça s'est passé? Voilà, quel est l'objectif chez vous? Donc en fait, Symbiose nous a proposé sur le territoire de Tilloy et un petit peu également à côté de tester certaines choses parce que les démarches pour l'instant n'avaient été plutôt individuelles ou assez sectorisées. Là, c'était l'idée d'avoir un territoire assez vaste pour pouvoir tester ces trames vertes sur le territoire de Tilloy et Belley. La première chose, c'était d'essayer de ne pas mobiliser de la surface supplémentaire. Donc on s'est appuyé principalement sur les bords de chemin. Donc nos bords de chemin qui sont plus ou moins enherbés selon les usages dans lesquels on se situe, plutôt sur du transport ou sur des voies qui sont moins utilisées. Donc on a observé par l'intermédiaire de stagiaires qui sont venus faire des comptages les années passées et on s'est aperçu qu'il existe une biodiversité dans ces bords de chemin. Et maintenant, aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver la méthode de gestion de ces bords de chemin pour pouvoir accélérer ou garder, on va dire, les auxiliaires qui peuvent nous servir dans nos cultures. Ça, c'est une première idée. On nous a proposé également, avec le réseau biodiversité d'abeilles, de tester des bandes pour les pollinisateurs. Et il y a également la démarche qui existait déjà des agriculteurs du secteur d'implanter des cultures intermédiaires
afin de piéger les nitrates, mais qui pourrait avoir un usage également pour les pollinisateurs. Donc ça, c'est des démarches qui sont en cours. Aujourd'hui, on est au démarrage, on veut continuer à tester et on veut surtout que le maximum d'agriculteurs puissent suivre les tests et nous accompagner. C'est pour ça qu'on a créé une association dans laquelle je suis président, qui a fédéré une masse déjà de 15 agriculteurs plus particulièrement concernés et informés sur en fait l'ensemble des 60 agriculteurs qui peuvent être concernés par ce territoire. Donc finalement, Thilloy, c'est pas un village, c'est une concentration d'agriculteurs. Voilà, oui, c'est sûr qu'il y a quand même un certain nombre d'agriculteurs. Et donc, en fait, ces 60 agriculteurs, enfin 68 agriculteurs, ils sont répartis là sur le territoire qu'on veut tester, c'est 3400 hectares. D'accord. Quand vous dites les auxiliaires qui peuvent vous être utiles, c'est quoi exactement? Donc c'est un certain nombre d'insectes, j'imagine, mais lesquels peuvent être utiles dans vos cultures à vous? Eh bien, on peut avoir des carabes le long des bandes enherbées, on peut avoir des cirfes, on peut avoir aussi également des coccinelles. Et pour avoir en général ces auxiliaires, il faut forcément avoir des fleurs ou un certain niveau aussi d'épaisseur entre guillemets d'herbe pour pouvoir être à l'abri des prédateurs, de leurs prédateurs. De leurs prédateurs, tout à fait. Donc ça, c'est une démarche qu'on n'avait pas forcément l'habitude de faire. On essayait plutôt de faire des pelouses le long de nos champs. C'était beau, mais on y perdait quelque chose. Donc, ce qui est intéressant aussi sur la démarche, c'est que ce n'est pas uniquement voué aux agriculteurs, parce que sur le territoire, il y a également d'autres personnes qui sont concernées. C'est les fossés le long des routes. Et également, on a aussi le passage de la LGV et de l'autoroute qui mobilise une surface assez importante. Et on est en démarche avec eux pour savoir qu'est-ce qu'ils font eux exactement sur le territoire et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avancer un petit peu sur la méthode ou sur la manière de faucher ou d'avoir une bonne utilisation de ces espaces qui sont pour eux des espaces en quelque sorte perdus. Donc finalement, Benoît, quand on voit des grandes herbes hautes un petit peu folles sur les bords des chemins ou des parcelles, en aucun cas c'est du laisser aller, c'est complètement utile en fait. Et c'est là, quand je vous parlais tout à l'heure de pédagogie par rapport aux agriculteurs, c'est justement d'arriver à leur faire comprendre. Donc l'écologue, comme disait Sylvain tout à l'heure, l'écologue, lui, va nous montrer toute l'importance de ces grandes herbes, l'importance de ces fleurs, sauf qu'après, il faut le traduire, justement au niveau agronomie, puisque l'agriculteur, lui, il a peur que ça salisse la bordure de son champ. À la limite, ça peut pénétrer carrément dans le champ et ça peut lui poser des problèmes de commercialisation sur le produit qui va sortir derrière. Et donc là, le rôle de Sylvain est très très important, puisque lui, comme il a dit, il doit traduire. Et ce n'est pas forcément la place la plus facile. Justement, Sylvain, j'allais m'adresser à vous. C'est quoi ce rôle de traducteur? Vous travaillez donc à la Chambre d'agriculture de la Marne. En quoi vous aidez à la fois les agriculteurs, les membres de l'association, à mettre en place ces projets, ces initiatives en faveur de la biodiversité? En fait, cet aspect biodiversité fonctionnelle, pour qu'on ait des auxiliaires, des carables, qui est aussi une utilité pour l'agriculture, parce qu'on voudrait que ça soit du gagnant-gagnant en fait. Il y a la biodiversité, c'est bien, mais si ça peut être en plus utile, c'est encore plus facile à convaincre. Ces carables, ils mangent les nuisibles des cultures, peuvent manger, ouais, on en découvre en fait. Les très connus, ils sont des mangeurs de limaces, mais ils peuvent manger autre chose. Il y a des fois c'est des graines, donc des adventices qui seraient. Donc on découvre ce monde et qui pourrait nous rendre beaucoup de services, que certaines fois on utilise la chimie pour gérer. Et demain, ça sera peut-être utiliser plutôt cette faune, cette flore, pour nous rendre des services, utiliser moins de chimie. Donc ça, c'est l'objectif sous l'angle agronome. Après, donc, moi, le lien, en fait, on apprend. On a le monde de l'écologie, qui cherche une diversité large. Mais ils connaissent très mal le milieu agricole et les contraintes du milieu agricole. Donc je fais un peu le lien où j'essaye de faire le pont entre les contraintes, nos préoccupations et puis ensuite l'écologue. On a un regard sur la nature qui est vraiment très différent. Moi je vois une friche, je me dis c'est pas normal, enfin, j'ai envie de le cultiver, de le tailler, et un écologue, lui non, faut surtout pas y toucher. Donc et les agriculteurs sont un peu comme moi, enfin, on a cette même culture. Bon, mon travail, c'est déjà
sur cette bordure. Donc de faire un peu le lien. Ensuite, bien décortiquer leurs pratiques. Parce que c'est sur ces pratiques-là, Aux agriculteurs. les agriculteurs, on les connaît très bien, on les maîtrise à l'intérieur de la parcelle. La gestion des bords de chemin, on les connaît beaucoup moins. Ils ont plus de pratiques qu'ils ne le pensent. Et ensuite, donc déjà bien identifier ça, repérer celles qui sont plus favorables que d'autres. On a des clichés aussi. Des fois on pense que ça c'est pas bien, on observe, ah ouais bah tout compte fait, non, c'est peut-être pas si mal que ça, ou cette flore là en fait ça la gêne pas, ah là par contre ça aurait peut-être pas été le plus favorable. Donc il y a tout un travail d'appui de méthode entre les exploitants, les écologues, pour essayer de faire avancer et d'aller dans le même sens. Donc par exemple, Benoît, il y a aussi, si j'ai bien saisi, l'histoire de bande de luzerne, c'est-à-dire de ne pas faucher complètement les champs. C'est quoi cette initiative et à quoi ça sert? Oui, donc ça c'est un projet qui avait déjà été un peu initié par COP de France des hydratations en 2011-2012. Donc l'idée c'était de se dire, répondre à la question des apiculteurs. Les apiculteurs, ils nous disent, on manque en réalité, on n'a pas assez à manger pour nos abeilles, à la fois pour produire du miel, mais aussi pour être en bonne santé à l'entrée de l'hiver. Et en Champagne-Ardenne, en sol de craie, vous avez une plante merveilleuse qui s'appelle la luzerne, qui a un pouvoir nectarifère hyper important et donc qui est pour nous une ressource formidable. Mais il faut savoir que dans la culture de la luzerne, dans la déshydratation, normalement le cycle c'est une fauche tous les 42 jours. La luzerne, elle commence à fleurir à 50 jours. Donc vous comprenez bien que rarement il y a des fleurs. Ça arrivait de temps en temps, mais rarement. Donc l'idée c'est de laisser des bandes dans les parcelles. Donc on a testé ça sur la commune de Benne avec le groupe d'agriculteurs. Une chose que j'ai pas dite, c'est qu'à chaque projet, on part d'un groupe d'agriculteurs et le groupe d'agriculteurs, c'est toujours lui qui à un moment dit on poursuit ou stop, là on vous suit pas. Si on veut pérenniser le projet, on pense qu'il faut toujours faire comme ça. Donc en revenant à Apilus, donc, qui est le projet sur lequel on a travaillé pour les abeilles, et donc en laissant cette bande, on a fait une étude sur 3 ans pour savoir à quel moment la bande est le plus important. En définitive, on a eu 3 années météorologiques complètement différentes. Aujourd'hui, on est incapable de dire si c'est la première coupe, la deuxième ou la troisième. Donc on va dire que toutes les coupes sont intéressantes. On a montré que la production de miel augmentait et on voit que le nombre de pollinisateurs qui fréquentent ces bandes qui sont restées en fleurs est beaucoup plus important que celles qui sont dans les champs de luzerne. Donc aujourd'hui, on en est arrivé à un stade où on a des réponses, sachant qu'avec la coopérative Luséal qui était notre partenaire dans le projet, il a été quand même chiffré la perte. Il faut savoir que derrière, il y a une perte. Cette perte est d'environ une coupe par hectare, enfin une coupe, c'est-à-dire 3 tonnes par hectare sur ces bandes enherbées. Et donc ça représente quand même un certain chiffre qui fait que demain, pour franchir l'étape suivante qui est de généraliser ça sur toute la Champagne-Ardenne, il faut qu'on trouve un financement pour arriver justement à compenser cette perte. Que les exploitants acceptent de. Et on s'interroge donc sur le deuxième pilier de la PAC. Eh bien, c'est intéressant ça. Donc, Francis Etienne, vous êtes apiculteur. Justement, on l'a évoqué avec Benoît, ce projet Apilus. Réexpliquez-nous un petit peu le concept global. Pourquoi vos abeilles, elles ont besoin de ces bandes de luzerne, par exemple? Après le colza, on a pendant donc, juin jusqu'à août, on n'a pratiquement plus rien sur l'île Plaine. Et ces bandes de luzerne se substituent à d'autres plantes qui ne fleurissent plus et permettent à nos abeilles de bénéficier de cette montée de nectar et de maintenir le cheptel jusqu'au mois d'août pour attraper les luzernes qui vont fleurir souvent en fin de saison. Et il faut penser aussi qu'il y a les autres insectes pollinisateurs qui sont sur ces luzernes. Et comme on est apiculteur, on défend la biodiversité et on défend aussi les abeilles sauvages. En France, environ 1000 abeilles sauvages existent. Donc c'est quand même notre rôle pour faire. Si on n'avait pas ces luzernes sur la Marne et sur la Champagne-Ardenne, je pense qu'il y aurait moitié-moitié d'apiculteurs, dans la mesure qu'on est un département pilote au niveau de la production des miels de luzerne. Il nous manque encore de la production. Sur l'année 2015, on a produit en France 16 000 tonnes, alors que la consommation était de 40 000 tonnes. Donc on va chercher le miel, malheureusement, dans les pays tiers qui ne sont pas de la même qualité que les nôtres.
Mais du coup, avant que ça existe ce projet, les gens, enfin les exploitants fauchaient complètement leurs champs. Donc vos abeilles, elles faisaient quoi Elles partaient en vacances? Bah non. Disons qu'elles périclitaient, dans la mesure que toute la mortalité d'abeilles que les autres départements connaissent, nous on ne les connaît plus. Parce que les bandes sont mises et elles ont de la nourriture. Et Mais avant, c'était le cas. Avant, elles mouraient aussi, vos abeilles. Oui, c'est pour ça qu'on a eu un déclin des abeilles. Actuellement, en Espagne, ils ont ce problème, et avec la sécheresse, ils ont une mortalité plus importante d'abeilles. Et nous, grâce à nos agriculteurs qui laissent des bandes de luzerne, on arrive à sortir des rendements très importants, pas importants mais moyens, qui nous permettent de vivre. Et donc là, justement, vous, une fois qu'un agriculteur dit « Ok, je laisse que ce soit de la luzerne ou une jachère fleurie, ou en tout cas que je mets en place un élément pour la biodiversité avec des fleurs apparentes », vous faites quoi? Vous mettez vos ruches à proximité? Comment ça se passe pour les apiculteurs? Oui, alors on a deux solutions. Soit qu'on a nos ruchers qui sont installés, donc on les laisse sur l'installation, sur les ruchers fixes, soit on transhume. Donc on prend contact avec l'agriculteur. Moi je le fais au niveau de l'œillette. L'œillette, je vais polliniser de l'œillette et je n'ai pas rémunéré pour cette action, mais je demande à l'agriculteur de rester sur le terrain pour aller sur ces luzernes. Et pour vous, c'est important, si j'ai bien saisi, le dialogue entre les apiculteurs et les agriculteurs, c'est ça la base? Ça fait 15-16 ans que nous travaillons avec l'agriculteur, avec les agriculteurs, et on n'a pas de problème. Je crois qu'on est plein des départements où on peut avoir des dialogues comme autour de cette table, et même dans les autres réunions, on n'a jamais haussé la voix. Les agriculteurs sont des gens qui se sentent responsables et d'ailleurs certains se développent en apiculture. Jean-Marie, en tant qu'agriculteur, c'est une crainte quand même, ce manque à gagner qu'on évoquait. Bon, là, on l'évoquait pour la luzerne, mais forcément, des fois, sacrifier des espaces, oui, ça pourrait être un manque à gagner, mais ça vous paraît nécessaire. Enfin, comment vous vivez personnellement et professionnellement ce type d'action? Moi, c'est sûr que je considère que une petite surface, c'est potentiellement possible si c'est déjà accepté par l'agriculteur. Donc, ce que moi je me considère à mon niveau, sur mon exploitation, c'est que l'agriculteur il doit considérer ça comme une culture à part entière. En fait, il va cultiver la biodiversité sur son exploitation. Et en fait, on va lui donner des pistes par l'intermédiaire de tous nos tests qui vont être faits sur le territoire. Pour certains, ça pourrait être des éléments type haies ou des bandes enherbées. Pour d'autres, ça peut être uniquement une gestion de fauche des bords de chemin. Pour d'autres, ce serait de l'implantation plus particulièrement de bandes mellifères. Ça va dépendre de l'affinité. Mais ce que je crois, c'est que demain, de toute façon, ça sera un passage obligé. Le consommateur nous y envoie, donc autant y réfléchir avant. Et soi-même, essayer, nous, ensemble, avec la Chambre d'agriculture, Symbiose, s'approprier les choses avant qu'il y ait des choses qui nous soient imposées. Donc c'est pour ça qu'on veut essayer de tester un maximum de choses pour pouvoir avoir quelque chose à proposer à l'agriculteur qui n'ait pas le droit, entre guillemets, de dire non à la biodiversité. Et justement, vous parliez tout à l'heure donc à la fois des auxiliaires, mais aussi des cultures intermédiaires, c'est-à-dire on fait une culture X, il y a un temps de repos pour la terre durant lequel on pourrait mettre autre chose qui soit par exemple favorable aux abeilles et aux autres auxiliaires, et ensuite la culture Y qu'on cultive pour son exploitation. C'est ça le principe de culture. Qu'est-ce qu'on peut mettre en culture intermédiaire par exemple? Donc en fait, pour aider entre guillemets les abeilles, on avait une culture assez historique, c'était la moutarde. Si elle se met assez de bonne heure, qui fleurit assez vite, mais qui peut poser des problèmes agronomiques au niveau de certaines cultures suivantes. Alors on y associe maintenant d'autres espèces, ça peut être la facélie, mais également il faut que ce soit semé de bonne heure pour que ça puisse venir à fleur et être bénéficier aux abeilles, entre guillemets. Donc ça veut dire que la première culture, il faut qu'elle soit mise hors de champ assez tôt, c'est ça? Voilà, donc ça peut être derrière plutôt une orge d'hiver. Là, cette année, par exemple, on a la chance d'avoir récolté de bonne heure. Donc on a pu mettre en place des cultures intermédiaires un peu plus tôt. Et donc ça va aider un petit peu à ce développement de ces cultures et être plus favorable. Mais donc ça, c'est de la main-d'œuvre. J'imagine que si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous passez votre temps, vous, en tant qu'agriculteur, et les semences. Enfin, c'est un coût aussi, ça, de mettre en place cette culture qui,
ne sert à rien en termes de rentabilité, mais qui sert en termes de biodiversité. Voilà, donc en fait, on a essayé, que ce soit avec la Chambre d'agriculture, à essayer de trouver un avantage agronomique et en fait, en termes également de biodiversité. Donc justement, il y a un concours qui est proposé aux agriculteurs cette année. Ça s'appelle Sorte et Couvert, justement pour identifier quel mélange on peut faire, qu'est-ce que ça peut apporter au niveau de l'agriculture, de l'agronomie et également au niveau de la biodiversité. Donc c'est quelque chose qui est assez important. Donc il y a pas mal de pistes. Sylvain, on parlait, alors je ne sais pas qui est le plus à même de me répondre, on parlait de haies aussi tout à l'heure. C'est important de remettre des haies. À quoi ça sert peut-être Sylvain ou Benoît, je ne sais pas. Vous aidez des agriculteurs, Sylvain, à mettre des haies pour casser un petit peu, on parle souvent de vent, d'érosion, etc. Je vais peut-être mal répondre, mais historiquement, on a mis une haie parce que, enfin, souvent c'était plus sous l'angle de chasse, principalement pour le gibier. C'était la Fédération de la chasse qui était très intéressée. Aujourd'hui, on commence à voir la haie peut-être sous un autre angle plus large. On se dit, le long de la haie, avant, on mettait de l'herbe, parce qu'il fallait que ce soit simple, pas cher à gérer. Aujourd'hui, on est en train de se dire, est-ce que cette bande enherbée, on ne pourrait pas l'enrichir pour qu'elle ait d'autres rôles que juste être simple et pas cher. Qu'on ait à nouveau là, une surface disponible pour mettre des fleurs, pour favoriser les auxiliaires et avoir un rôle plus large. Donc voilà à quoi, pour la haie, la clé d'entrée. Et donc ça, effectivement, vous le disiez Benoît en amorce tout à l'heure de conversation, c'est vrai que les chasseurs sont aussi partie prenante dans toutes les actions. La Fédération des chasseurs a démarré il y a très longtemps, justement pour la protection du petit gibier. Et donc on se sert aussi de leurs compétences sur le sujet. En plus, on a une personne à la Chambre qui est très compétente et qui travaillait déjà avec la Fédération des chasseurs sur les haies. Et donc l'idée justement, c'est d'arriver à s'en servir, de la valoriser de façon agronomique. Parce qu'en réalité, la peur de l'agriculteur, quand vous lui dites on va mettre une bande enherbée, on va mettre une haie, dans un premier temps, il ne voit que les conséquences négatives sur sa parcelle. C'est-à-dire le gibier qui passe à travers et Voilà. qui lui ruine Et donc, une partie. aujourd'hui, en réalité, ce qui nous manque, je prends toujours le parallèle avec l'informatique. Moi, quand j'ai fait mon BTS dans les années 80, aucune formation informatique. Donc derrière, je me suis formé. En écologie, c'est pareil. L'enseignement est toujours en retard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les agriculteurs, ils devraient avoir une formation en écologie très poussée pour justement arriver à intégrer dès le départ agronomie et écologie. L'écologie, moi j'en ai fait un peu à l'école, mais c'était vraiment subjectif, quoi. Et donc là, on se retrouve devant un dilemme, c'est-à-dire qu'il faut réintroduire de la formation par rapport à nos agriculteurs. Donc on l'a déjà fait un peu sur le territoire de Tilloy, pour que justement ils arrivent à intégrer, comme a dit Jean-Marie tout à l'heure, c'est que la biodiversité, ça devient le même réflexe que la culture du blé, la culture de la betterave, etc. Et à partir du moment où l'agriculteur, il arrive à faire ça dans sa tête, ensuite c'est gagné. Après, il va poser plein de questions et il va même trouver des choses qui seront intéressantes. Donc on en revient toujours un peu au même système. C'est pour ça que nous, le groupe d'agriculteurs, pour nous, il est vital. Donc à l'intérieur, on trouve un ou deux meneurs, ce qui fait que ça devient le référent par rapport au groupe. Et c'est lui qui entraîne le groupe. Parce que si on veut que ça dure les années suivantes, je veux dire, une fois que les animateurs, ils ont fait leur travail, etc., bien souvent, vous avez beaucoup de projets qui tombent à l'eau parce qu'il n'y a plus personne, quoi. Ouais, c'est qu'il faut qu'il y ait un Alors que si vous avez des référents agriculteurs, ils vont toujours motiver la troupe. Jean-Marie, qu'est-ce qui vous fait sourire depuis tout à l'heure? On parlait des haies, on parlait justement de cette motivation. Pardon. On parlait des haies, ça vous a fait sourire, la formation informatique et écologique de Benoît aussi, mais ça vous évoque quoi? Oui, non, mais c'est vrai que on est toujours en manque de formation, et c'est vrai que l'exemple qu'a pris Benoît, quand on a proposé la formation pour expliquer la valorisation qu'on pouvait avoir avec une jachère mellifère, les gens sont venus. Bon, il a fallu aller les chercher, mais donc ils ont été contents, et on a l'impression qu'ils se rapproprient vraiment eux-mêmes les pollinisateurs, qu'est-ce que c'est exactement, les auxiliaires, les parasites. On observait, mais on va dire avec la grille en général d'un technicien qui nous aidait, mais on n'allait pas directement sur le champ systématiquement. Maintenant, on a envie d'y aller, on a envie de regarder. Ça ne veut pas dire que c'est aussi simple qu'à la formation. Au moment de la mise en pratique, on a toujours un moment où il faut décider. Donc c'est là que c'est important quand même, pour l'instant, qu'on ait un accompagnement.
sur le territoire. Et donc à qui ça s'adresse cette randonnée découverte de la biodiversité? Justement, est-ce que c'est grand public ou est-ce que c'est invité? Donc ça se passe samedi 16 septembre de 13h30 à 17h30 à Tilloy et Belley. Ça s'adresse à qui? Grand public, à agriculteurs qui pourraient être intéressés par ce type d'initiative? Principalement, on a essayé d'ouvrir ça, puisque c'est au moment des journées européennes du patrimoine, plutôt au grand public, pour qu'ils viennent découvrir avec nous, sur ce parcours des 5 km, certains points fixes qui vont expliquer les haies, qui vont expliquer le rôle la gestion des bandes le long des champs. On a également laissé en place une partie de jachère mellifère. Comme je disais tout à l'heure, grâce à la récolte hâtive, j'ai mis en place des exemples sur la partie plus interculture différente. Donc là, c'est vrai qu'on va l'ouvrir également, et on l'ouvre de toute façon aux agriculteurs, c'est clair. Mais notre souhait, c'est vraiment que le grand public, alors ça peut être des gens de Tilloy-Belley, moi j'en connais qui marchent, alors j'espère qu'ils vont venir pour qu'on discute ensemble, parce que je sais qu'on n'a pas tous les mêmes affinités sur la façon dont on voit l'agriculture d'aujourd'hui. Finalement, Benoît, Tilloy, c'est l'endroit, c'est votre phase test grandeur nature et même à grande échelle, si je comprends bien, pour Symbiose. Les différents projets qu'on a fait avant, si vous voulez, c'était des groupes d'agriculteurs sur un petit territoire, sur une culture, sur ce genre de choses. Là, on est passé à l'échelle supérieure. Et donc, l'intérêt, c'est qu'une fois qu'on aura réussi, et on va réussir le projet de Tilloy, c'est compliqué, mais on va réussir. Ensuite, c'est que ça soit reproductif dans d'autres territoires. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le Pays de Châlons est partenaire, en réalité, de ce projet. Parce que le Pays de Châlons, ça représente 90 communes. Et leur idée, eux, c'est, ils ne savent pas trop comment prendre le problème pour justement parler de la trame verte et comment on arrive à faire une trame verte sur un grand territoire comme le Pays de Châlons. Donc l'idée, c'est de créer un outil qui soit facilement utilisable par les agriculteurs pour qu'ils puissent, avec l'aide naturellement dans un premier temps d'un animateur, mais d'arriver à monter un projet pratiquement tout seul. Voilà, c'est très ambitieux. Ce sont les perspectives. Et donc à l'échelle de ça, donc c'est à l'échelle d'un territoire, ensuite ça peut s'étendre. À l'échelle de la Marne, vous allez conquérir toute la Champagne-Ardenne comme ça? Pourquoi pas? C'est l'ambition. Bon, après, on a d'autres soucis à régler avant. C'est qu'on a besoin aussi d'un certain soutien financier. Et aujourd'hui, on a des organismes qui nous suivent de façon très importante. Par contre, on a du mal à embarquer toute la profession agricole. Il faut encore réexpliquer pourquoi et dans quel objectif on le fait. Nous, on est persuadés que n'importe quand la biodiversité, c'est un des éléments demain qui fait partie de nos moyens de production. Moi, j'ai séparé toutes mes parcelles en 2 ou en 3 depuis 5-6 ans. Aujourd'hui, j'utilise pratiquement plus d'insecticides. Donc, vous voyez, il y a... Grâce aux auxiliaires dont on parlait. Je multiplie les auxiliaires. Bon, après... c'est pas forcément quantifiable, hein, c'est pas facilement chiffrable. Quand on me dit mais comment c'est un peu le feeling, je regarde, je vois qu'il n'y a pas de dégâts longs par rapport à ma parcelle d'à côté. Donc pour moi il y a des choses, il y a plein de choses à aller voir, mais je pense que c'est très 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 technique. Et voilà, il faut beaucoup de sensibilisation et donc c'est pour ça que les premiers résultats des expérimentations à Tilloy porteront probablement profit pour l'association Symbiose. Donc juste pour en voir des exemples, rendez-vous samedi 16 septembre de 13h30 à 17h30 à Tilloy, donc dans la Marne. Et puis voilà, une petite balade de 5 km au milieu de ces différentes initiatives. Un mot à rajouter? On a tout dit? On a tout dit. Merci à tous les 4 d'avoir été avec nous pour nous parler de biodiversité. Merci infiniment. Et on se retrouve bientôt dans une autre émission sur la Foire de Châlons.